Oui, et je fais pas que ça aussi, je prends des bains. J'aime bien. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 3e épisode de Flash. Ça fait 3 semaines que j'ai relancé ma chaîne et merci pour tous vos commentaires, merci pour votre soutien, c'est vraiment ce qui me motive à continuer. Donc je teste des petits contenus, j'espère que ça vous plaît, bref, je vous le redis, bienvenue dans Flash. Bon, aujourd'hui, épisode un peu spécial puisque on va parler des scandales de la musique. Et je pense que je vais en faire plusieurs parce que vous vous doutez que des scandales dans la musique, il y en a pas mal. Mais pour l'instant, vos âmes sont encore pures et innocentes, mais ne vous inquiétez pas. Ça va pas tarder à changer. On va quand même commencer par une anecdote plus soft. En 1966, une polémique touche le mythique groupe des Beatles. En effet, John Lennon donne une interview à l'une de ses journalistes favorites, Maureen Cleave. Et lors de cette interview, il lui dira « Les Beatles sont plus connus que Jésus ». Alors, si cette phrase sortait en 2020, on s'en battrait les pamplemousses. Mais cette phrase a été dite en 1966, à une époque où les États-Unis sont très puritains. Et en effet, une fois que les propos furent relayés dans la presse, le scandale commença. Aux États-Unis et particulièrement dans les États du Sud très conservateurs, les anciens fans des Beatles, déçus par l'annonce de John Lennon, commencent à brûler les albums des Beatles. Et encore pire que ça, dans de nombreux pays très catholiques comme le Mexique ou l'Afrique du Sud, les Beatles sont interdits des radios. Et ouais, et on peut même aller plus loin pour dire que certains pays vont carrément interdire les Beatles des ventes suite à cette annonce. À l'approche d'une tournée qui doit être faite aux États-Unis, de nombreuses menaces de mort sont adressées à John Lennon et aux Beatles, notamment par une petite organisation que vous connaissez. Oui, eux là, le Ku Klux Klan. C'est alors à la demande du manager Brian Epstein que John Lennon revient sur ce qu'il a dit dans une autre interview, cette fois-ci à Chicago. Mais ça ne suffit pas à taire la colère des gens qui ont été déçus par l'annonce de John Lennon. Finalement, cette polémique devient un argument pour pousser les Beatles à annuler cette tournée aux États-Unis. Mais wesh, calmez-vous, hein, vous pensez vraiment que Jésus a été vexé ? Non mais rassurez-vous les gars, il est encore numéro 1 des ventes, son best-seller la Bible, moi je le vois partout, ça se vend bien. Je vais me faire buter. Mais heureusement, l'histoire finit plutôt bien. Car même si elle a fait beaucoup de bruit, elle n'a jamais entaché l'image de marque des Beatles. Contrairement à ce que j'ai pu voir sur internet, parce que je peux lire que certaines personnes pensent que cet événement est responsable de la séparation des Beatles. Mais que nenni. Non, c'est totalement faux ça. Ce scandale est juste arrivé à un moment où les Beatles enchaînaient les problèmes. Les menaces de mort, le fait de jouer dans des pays où des dictateurs sont installés pendant la tournée. Bref, il y avait énormément de problèmes. 1 avec les Beatles et 2 avec la tournée déjà de base. John Lennon, suite à cela, déclarera, je cite, « Je ne peux pas continuer en sachant que j'ai créé un peu de haine dans ce monde. Alors, je m'excuse. » Et moi, je trouve ça beau. Non mais c'est vrai, si tout le monde pouvait réagir comme ça, je pense que notre monde serait vraiment meilleur. Et le dernier petit événement de cette histoire m'a touché puisque 41 ans après, le journal officiel du Vatican, l'Osservatore Romano, considère avec indulgence ses propos. Ça veut dire que le Vatican a pardonné John Lennon. Donc ça sert à rien de voler des albums, ça sert à rien d'appeler le Ku Klux Klan à vos soirées. Et moi personnellement, je trouve quand même ça bien qu'on puisse entendre entre religion et musique. Et j'espère que c'est le cas dans la réalité. Vous estimez que le marketing se justifie du fait d'un festival de l'enfer et que dans ce cas-là, tout peut être justifié, même le pousser à la violence, à la haine, tel votre programme officiel sur le site. Ouais, enfin j'espère, ou je rêve, voilà. Allez, anecdote suivante, parce que je me les caille, parce qu'il fait froid dans ce bar. Alors, pour les 2 anecdotes qui vont arriver, je vais mettre en place cette alerte. Cette alarme est là pour vous notifier que cette anecdote appartient à une époque un peu lointaine. Une époque où on était beaucoup moins regardant sur certaines affaires, dont les relations avec des fans mineurs et les artistes. Heureusement, aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus regardants dessus et nous corrigeons ce qu'ils font. Même si, de mon propre avis, on n'en fait toujours pas assez. Mais sachez que je raconte ces anecdotes pour vous dévoiler des secrets et des scandales de la musique. Donc ne vous en faites pas, je vais faire en sorte de ne pas heurter la sensibilité de chacun. Voilà, vous êtes prévenus, c'est parti. Bon je peux pas vous le dire à moitié, donc je vais vous dire comment ça s'est passé, Led Zeppelin a eu des rapports sexuels avec une jeune fille mineure et des poissons morts. Enfin, c'est les poissons qui sont morts, pas la jeune fille. Comment j'explique ça, moi ? Nous sommes le 27 juillet 1969 et Led Zeppelin vient de finir un concert au Seattle Pop Festival. Après le concert, le groupe se retrouve dans un hôtel, le Edgewater Inn. Cet hôtel propose une activité bonus assez particulière puisque vous pouvez littéralement pêcher depuis votre fenêtre. Oui, vous avez bien entendu.
L'hôtel est sur l'eau, vous n'avez qu'à ouvrir la fenêtre, sortir votre canne à pêche et vous pouvez totalement pêcher depuis la fenêtre de votre chambre d'hôtel. Original, oui. Les gars, juste avant le dodo, petit macro. Et d'ailleurs, le groupe s'en donnera à cœur joie puisqu'ils pêcheront 2 demi-douzaines de requins. Dans la chambre d'hôtel de John Boham, le batteur du groupe, une jeune groupie de 17 ans l'attend. La jeune femme, d'après les témoignages de ceux qui étaient présents ce soir-là, avait un goût certain pour les jeux sexuels et aimait être attachée. Elle a 17 ans, putain. Bonham, qui accompagnait Richard Cole, le manager de la tournée de Led Zeppelin, se lança avec son comparse dans une partie de jambes en l'air. Oui, j'ai 70 ans. Quand soudain, l'histoire raconte que les deux hommes ont saisi les 2 demi-douzaines de requins qu'ils ont pêchés, les ont mis sur des cintres et les ont Je ne vous raconterai pas la suite. C'est hors de question. Il existe d'ailleurs un témoignage très clair de Richard Cole parlant de cette fameuse nuit. Mais pour des raisons d'éthique personnelle, je ne vous le lirai pas. Par contre, je vous le mets en description si vous voulez vous informer sur cette anecdote. Et excusez-moi de ne pas faire l'apologie d'une relation sexuelle entre un groupe de rock, un poisson et une groupie mineure. Désolé. Donc le lien est en description, faites-en ce que vous voulez. Cependant, je vais en dire un peu plus. Dans son témoignage, Richard Cole précise que la relation était totalement consentie et qu'il n'y avait aucune volonté de malveillance. Alors t'es gentil Richard, hein, voilà, mais c'est pas toi que j'ai envie d'entendre, j'aimerais bien entendre la jeune femme. Mais malheureusement, nous n'avons aucun témoignage de sa part et on ne connaît pas son identité. J'ai fait des recherches que même la justice américaine n'a jamais fait. C'est pour vous dire que c'est très très grave parce que si la justice n'est pas capable de faire cette recherche alors qu'un youtubeur en slip peut le faire, c'est qu'ils sont pas assez concernés par ce genre de sujet, vraiment. Enfin, ils l'étaient pas à l'époque. L'hôtel étant à Seattle, qui appartient elle-même à l'État de Washington, la majorité sexuelle, avec consentement bien sûr, est de 16 ans. Donc, comme la jeune femme avait 17 ans, eh bien, ce n'est pas illégal. Je ne parle pas d'immoral ou d'éthique, hein, ce n'est pas illégal, simplement. Si le rapport avait eu lieu en Virginie, par exemple, eh bien là, la majorité sexuelle est de 18 ans, et là, ça aurait coincé. Ah, les États-Unis, ce pays où tu peux faire quelques kilomètres, changer d'état et faire ce que tu pouvais pas faire dans l'autre. Bien sûr, je caricature puisqu'il existe des lois fédérales aux États-Unis qui servent et qui valent pour tous les États. En bref, je reviens à l'histoire, on sait très bien que Led Zeppelin a eu beaucoup d'histoires avec des jeunes femmes. Par exemple, Jimmy Page, le chanteur, est sorti en 1972 avec une jeune groupie de 14 ans. Mais c'est pas tout, hein, parce qu'on parle beaucoup de Led Zeppelin là, mais on n'a pas assez parlé des requins qui se sont retrouvés dans des orifices, hein. Non mais vraiment, ça vous suffisait pas de pêcher des poissons entre potes? Je sais pas moi, petite grillade, petite bière, mais on les enfonce comme ça, merde. Et puis les gars, vous avez quoi contre les animaux marins? Vous avez également utilisé des pieuvres comme sex toys? Oui, ils ont fait ça. Un soir, 2 jeunes filles étaient étendues dans la baignoire en attendant Jimmy Page. Il entra, puis jeta 4 pieuvres vivantes sur les jeunes filles. Alors là, vous allez me dire, elles étaient horrifiées, elles ont quitté la baignoire. Non, elles sont... Chafouine et le bigorneau. L'une des jeunes femmes dira même, je cite, « Faut que je m'en procure un, c'est comme un vibromasseur à 8 bras. » Rien d'autre à ajouter, finalement. Depuis quand vous confondez le rayon poissonnerie de Carrefour et un sex shop? Je sais pas. Ouais, allô? Ouais mec, excuse-moi de te déranger là, parce que j'écoutais ce que tu disais, parce que j'ai mis des micros chez toi pour t'entendre Bref, du coup tu savais aussi que Led Zeppelin ils avaient aussi fait ça avec un chien. Ouais non, parce que là je suis posé devant Babe et tu te rappelais à quel point il avait un si joli cul. Oh putain! Non! Et oui, hein, comme dirait Stromae. Quand il y en a plus, eh ben y en a encore. Led Zeppelin a aussi encouragé une autre groupie à avoir des rapports sexuels avec son chien. Oui. Les garçons du groupe auraient même fourni du bacon qu'ils auraient placé stratégiquement sur la jeune femme pour... Pas pour faire une raclette. Non, pas pour faire une raclette. Définitivement, non. Voilà. Bon, pour essayer de vous détendre et pour vous sortir un peu de l'état de choc, je pense, dans lequel vous êtes, je vais vous montrer en exclusivité un live que je possède de Led Zeppelin à la fin de leur carrière. Après cette horreur, 3e anecdote. Est-ce que vous voulez que je vous pourrisse un morceau qu'on adore tous? Eh bah oui, vous avez envie de ça, finalement. Sinon, vous pouvez quitter la vidéo aussi, mais faites pas ça, parce que sinon... Pépette. Vous connaissez sûrement cette musique. I believe I can fly. I believe
Eh bien, son compositeur s'appelle R. Kelly. Et lui, vous allez moins l'aimer. Oui, vraiment moins. Robert Sylvester Kelly est un chanteur de R&B des années 90 et également un producteur à succès. Alors là aussi, on va la déclencher. Je vais vous parler d'une histoire qui cette fois-ci va beaucoup moins nous faire rire. Il fallait aussi parler des côtés sombres de la musique et c'est chose faite. Voici l'anecdote sur R. Kelly. Le chanteur a été accusé d'avoir corrompu un fonctionnaire pour rendre légal un mariage avec une jeune chanteuse de 15 ans. En effet, la chanteuse s'appelle Aaliyah. À cette époque, la chanteuse a seulement 15 ans. Elle connaît le succès depuis ses 12 ans. Et d'après vous, qui était le producteur de Aaliyah ? R. Kelly. Ils se sont donc mariés le 30 août 1994. C'est juste ma date de naissance. Voilà. Ils ont réussi à souiller ma date de naissance, ces bâtards. Sur l'acte de mariage, qui date du 31 août 1994, ça va, finalement ça va. Il est inscrit qu'Aaliyah a 18 ans, alors que celle-ci est née en 1979. 1994, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas le compte. Le mariage a ensuite été annulé par la famille de la défunte. Je dis défunte parce que malheureusement, cette pauvre fille n'a jamais eu de chance puisqu'elle est morte dans un accident d'avion. Et vous connaissez les raisons du crash de cet avion où était la pauvre chanteuse ? Le conducteur était drogué et bourré. Voilà. Parfois le monde de la musique est impardonnable. De son côté, R. Kelly a d'abord démenti avoir épousé la jeune femme, avant de changer totalement sa version. Son avocat a quand même déclaré sur un plateau d'une chaîne de télé américaine: ce que je comprends pas, c'est qu'elle n'a pas dit qu'elle avait 15 ans pour pouvoir se marier. Elle a menti sur son âge. Les gars, on parle de Aaliyah, qui était une star à l'époque. Tout le monde connaissait son âge, tout le monde la connaissait. Tout le monde savait qu'elle avait 15 ans. Les gars, même le traiteur de votre putain de mariage, il le savait qu'elle avait 15 ans, donc arrêtez vos conneries. Son assistant personnel de l'époque est d'ailleurs sorti du silence quelques années plus tard. Selon ce témoin, le mariage a bel et bien eu lieu. Il précise même que R. Kelly l'a même missionné pour trouver les faux papiers pour permettre que ce mariage se fasse. Il dira également, et je cite: « Je n'en suis pas fier, c'était une petite cérémonie rapide, elle n'avait pas de robe blanche et il ne portait pas de costume, elle avait l'air inquiète et effrayée. » Vous imaginez le degré de perversion de ce type. Il la suit depuis qu'elle a 12 ans. Et en plus de commettre des abus sexuels sur elle, il va même jusqu'à la marier de force avec lui. Tout ça pour qu'elle soit toujours sous son emprise. En plus de ça, d'autres témoignages viennent apporter d'autres horreurs qu'aurait commis R. Kelly sur la chanteuse. En effet, R. Kelly avait des relations sexuelles avec Aaliyah dans le tourbus. Nous étions sur la route avec elle. Dans un bus de tournée, il n'y a pas vraiment d'espace intime. Il y a des couchettes, et ces couchettes ont des petits rideaux que vous pouvez tirer pour plus d'intimité la nuit. Raconte Joyant Cunningham, une choriste de l'époque, sur la tournée de la jeune chanteuse. Elle explique alors avoir vu R. Kelly avec la chanteuse nue, et elle dira cette phrase qui pour moi est très dure: il faisait des choses qu'un adulte ne doit pas faire avec un enfant. Voilà, avec cette histoire on se demande vraiment comment personne n'a rien pu faire, ni la justice, ni ceux qui ont accompagné la star. Mais c'était sans compter sur la détermination d'un avocat, Michael Avenatti, lui. Donc R. Kelly, l'interprète du morceau I Believe I Can Fly, avait été déjà accusé en 2002 pour pornographie avec une enfant de 14 ans qui en plus était la fille d'un de ses associés. Oui, le mec recule vraiment devant rien. Mais il n'avait pas été inculpé à cette époque. Scandaleux. Tout simplement. Cette fois-ci, les preuves apportées par l'avocat sur le mariage de force qui a été fait avec Aaliyah auront raison de R. Kelly, enfin. Un procès devait d'ailleurs avoir lieu en juin 2020, mais avec la crise du corona, c'est toujours compliqué. Mais rassurez-vous, R. Kelly est actuellement en prison. Le pire dans tout ça, c'est que R. Kelly n'arrête pas de dire en prison qu'il ne comprend pas pourquoi il y est. Sérieusement, tu comprends pas? Mais non, vraiment, il comprend pas. Parce que le mec a fait une chanson. Une chanson où il dit qu'il admet, mais se dédouane principalement. Le morceau s'appelle I Admit. Le mec dit quand même: vraiment, je suis censé être emprisonné ou perdre ma carrière à cause de vos opinions. Alors laisse-moi te laisser un petit message, R. Kelly. Violer une jeune femme de 15 ans et tourner des vidéos pornographiques avec une autre de 14 ans, ce n'est pas une opinion, c'est un crime. Voilà. D'ailleurs, en début d'année, une série documentaire est sortie justement sur les agressions sexuelles qu'ont commis le chanteur. L'enquête a donc été ouverte à New York et je vous annonce que le morceau I Believe I Can Fly n'est officiellement plus signé chez Sony. Ils ont rompu le contrat avec l'artiste. Et merci de réagir maintenant, Sony, hein. Forcément, c'est quand il y a des projecteurs que vous réagissez, hein. Avant, on s'en fout quoi. Le bougre dira devant le tribunal: je ressens ce que ressent Ben Laden.
Ce type est fou. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode de Flash. Je sais qu'on finit sur une anecdote un peu sombre, mais c'est là aussi où je veux vous emmener. J'ai envie qu'ensemble on parcourt le monde de la musique. J'ai envie qu'ensemble on apprenne les histoires cachées, qu'elles soient drôles, mais qu'elles soient aussi tristes, puisque la musique est riche de bonheur, mais également de grande tristesse. J'en profite pour adresser un message à tous ceux qui regardent cette vidéo qui ont subi ou qui subissent actuellement des abus sexuels. Ne restez pas seuls, ne restez pas dans le silence, même si je sais que c'est beaucoup plus simple à dire qu'à faire. Il y a des numéros qui existent, de vrais professionnels peuvent vous entendre et peuvent vous libérer d'une énorme tristesse. Il existe le 3117 qui est un numéro qui sert dans les transports en commun, parce que vous savez qu'il y a énormément d'abus. Donc si vous êtes témoin ou vous-même victime, appelez ce numéro, les services interviendront. En plus de ça, il y a également Jeunes Violences Écoute au 0808 807 700, je vous le mets juste là, qui respecte totalement l'anonymat de ces victimes, donc vous pouvez appeler et jamais votre nom ne sera cité quelque part sans votre accord, rassurez-vous. C'est juste pour que vous puissiez parler à des professionnels et à des gens qui peuvent vous écouter. Sur ce les amis, prenez soin de vous et on se revoit dans le prochain épisode de Flash. Ciao!